Bonjour, soyez les bienvenus à assister à mon exposé. Mes chers étudiants, notre enseignant Monsieur Akrash Soufiane, j'espère que vous êtes bien et en bonne santé. Donc aujourd'hui, on va entamer une chaîne des exposés concernant le sous-module, c'est-à-dire les soins infirmiers en réanimation, qui appartient lui-même au module 21, c'est-à-dire réanimation et soins d'urgence. Donc soyez les bienvenus à assister à mon exposé concernant l'aspiration trachéobronchique. Donc avant de commencer, je voudrais vous demander de m'écouter et de me donner quelques minutes de votre attention si vous voulez, car je vais vous parler d'un sujet qui est très intéressant et qui est très important en tant que des futurs infirmiers. Donc soyez les bienvenus autrefois et je vais commencer. Donc exposé supervisé par Monsieur Akrash Soufiane, élaboré par Bouchaba Loubna, moi-même, présenté pour les étudiants d'ISPITS Nador, option IP, semestre 4. Bien sûr, chaque exposé est basé sur un plan précis. Moi, j'ai basé dans ce sujet sur le plan et le cours que Monsieur Akrash Soufiane nous a envoyé, et j'ai ajouté certaines nouveautés que je les trouvais aussi très importantes et il faut les savoir aussi. Donc pour ne pas s'attarder, mon exposé est composé de certaines parties qui ont au premier lieu l'introduction. Puis j'ai trouvé que c'est très important de faire un rappel sur l'anatomie de l'appareil respiratoire, puisque l'aspiration trachéobronchique concerne cet appareil. Et par la suite, on va voir la définition de l'aspiration trachéobronchique, puis les personnes autorisées à faire cet acte, et après on va voir les objectifs de ces soins, et aussi on va voir après les indications. Et par la suite, j'ai trouvé aussi que c'est très intéressant de savoir les contre-indications de l'aspiration trachéobronchique, donc pour l'éviter. Donc c'est pour cela que j'ai ajouté cet paragraphe. Et après on va avoir tout ce qui concerne le matériel et son entretien ainsi que l'élimination des déchets. Et par la suite on va voir la préparation du malade, puis on va voir la réalisation du soin, qu'on va les étudier sur les différents cas chez un malade porteur du prothèse respiratoire ou ne portant pas du prothèse respiratoire, et on va savoir aussi qu'est-ce qu'on va faire à la fin de l'aspiration trachéobronchique, c'est-à-dire la prescription du soin, etc. On va voir les détails après. Et aussi, j'ai ajouté 2 vidéos qui sont très explicatives, identifiant la réalisation du soin, c'est-à-dire l'aspiration trachéobronchique sur les différents cas, c'est-à-dire chez un malade porteur du prothèse respiratoire ou chez un malade ne portant pas du prothèse respiratoire, et aussi chez les malades trachéotomisés. Et après, on va étudier la fréquence des aspirations trachéobronchiques, c'est-à-dire combien de fois on peut répéter l'aspiration trachéobronchique. Et après, on va voir la prévention et les précautions qui sont très importants. Il faut les savoir pour éviter les différentes complications qui sont graves. Et après, on va étudier les risques et les complications. Et juste après, on va voir la surveillance. Et à la fin, je vais terminer par une petite conclusion récapitulative. Et pour éviter le plagiat, je vais donner toutes les sources où j'ai trouvé ces informations. Et comme j'ai déjà dit, dans ce sujet de l'aspiration trachéobronchique, j'ai basé sur le cours et le plan que M. Soufiane Akrash nous a envoyé, et j'ai ajouté certaines informations. Donc je vais donner par la suite les sources où j'ai trouvé ces nouvelles informations que j'ai ajoutées pour éviter le plagiat. Et après, donc j'ai terminé par quiz qui contient 7 questions
pour évaluer est-ce que vous avez bien compris l'aspiration trachéobronchique ou non. L'introduction. La réanimation regroupe les techniques et procédés de correction des troubles physiologiques comme le manque de respiration ou de rythme cardiaque chez un patient en gravité aiguë d'une maladie. Et il vise certaines pratiques très importantes pour éviter l'état grave du patient. Parmi ces techniques très importantes, il y a aussi l'aspiration trachéobronchique qu'on va étudier ces différents détails maintenant. Donc l'aspiration trachéobronchique concerne l'appareil respiratoire. Donc c'est très important de faire un rappel concernant l'anatomie de l'appareil respiratoire. Donc on appelle les voies aériennes, c'est l'ensemble des conduits dans lesquels l'air circule jusqu'au poumon. Et il y a les voies aériennes supérieures. Ils comprennent donc la cavité nasale, le pharynx, la bouche, le larynx, et aussi il y a les voies aériennes inférieures. Ils sont composés de la trachée, les bronches, des bronchioles et des alvéoles pulmonaires, c'est-à-dire l'arbre trachéobronchique. Donc cette illustration montre les différentes voies aériennes supérieures ainsi que les voies aériennes inférieures. Donc l'air circule donc dans les fosses nasales vers les poumons par les voies respiratoires qui sont le larynx, la trachée, les bronches, les bronchioles, et il arrive dans les alvéoles pulmonaires. Ici, pour le rôle des fosses nasales, donc le rôle des fosses nasales et les sinus paranasaux sont la filtration, le réchauffement ainsi que l'humidification de l'air qu'on respire. Ainsi que donc le rôle du trachée, il permet de faire passer l'air riche en O2 depuis le larynx vers le poumon tout en filtrant l'air pour améliorer sa qualité. Et pour le pharynx est un carrefour aérodigestif, c'est-à-dire entre les voies aériennes de la cavité nasale au larynx et aussi entre les voies digestives, c'est-à-dire de la cavité buccale ou bouche de l'œsophage. Et il intervient dans le circuit de l'air vers les poumons par sa conduite musculo-membraneuse. Et il a aussi d'autres fonctions telles que la digestion, il intervient dans la digestion et l'audition, la phonation et autres. Mais pour nous ici, dans le sujet de l'aspiration trachéobronchique, on s'intéresse surtout à sa rôle dans la respiration. Il a un rôle très important dans la respiration. Et pour le larynx, est un organe situé dans la gorge. Il est intermédiaire entre le pharynx et la trachée. Donc il fait arriver l'air vers les poumons. Donc pour le trachée, donc pour les bronches, il intervient dans le circuit de l'air du trachée vers les poumons. Et pour les bronchioles, donc sont des prolongements des bronches en moins donc d'un millimètre de diamètre et l'accès de l'air en alvéole. Donc il a pour rôle de faire arriver de l'air vers les alvéoles pulmonaires. Donc pour les plèvres, donc sont des deux feuillets. Il existe un espace virtuel entre ces deux feuillets. Ils ont le rôle de réduire les forces de frottement entre le poumon et la paroi à chaque mouvement respiratoire. Et pour le diaphragme, c'est le plus volumineux et le plus important des muscles inspiratoires. Donc lors de sa contraction,
il permet de l'entrée de l'air dans les voies respiratoires. Donc, pour la définition de l'aspiration trachéobronchique, l'aspiration trachéobronchique, c'est l'introduction d'une sonde d'aspiration trachéale dans les voies trachéobronchiques pour aspirer les sécrétions qui les encombrent. Ici, le patient, il ne peut pas éliminer ces sécrétions tout seul, donc on va l'aider par l'aspiration trachéobronchique pour dépasser cette situation de l'encombrement. Donc, pour les personnes autorisées à faire l'aspiration trachéobronchique, il y a donc les médecins, l'infirmier diplômé d'État, c'est un acte de soins infirmiers relevant du rôle propre de l'infirmier. Et dans le code de santé publique, l'infirmier doit, dans le cadre de son rôle propre, dispenser les soins suivants. Aspiration des sécrétions, quel que soit le malade intubé ou non intubé ou trachéotomisé. Il est écrit comme ça dans le code de santé publique. Et aussi, les kinésithérapeutes peuvent faire l'aspiration trachéobronchique. Passons maintenant aux objectifs. Donc, parmi les objectifs de l'aspiration trachéobronchique, il y a maintenir la liberté des voies aériennes pour améliorer la ventilation des échanges gazeux et aussi prévenir l'encombrement et la formation d'un bouchon muqueux et une infection bronchopulmonaire. Et à noter bien que il faut protéger le patient par l'installer confortablement en position demi-assise, la tête en hyper-extension, à adapter selon le cas et la tolérance du patient. Donc, on va faire la position demi-assise pour favoriser le drainage des sécrétions et aussi protéger le patient d'inhalation. Donc, pour les indications, les malades encombrés ne pouvant pas tousser ou ayant une toux inefficace. Donc, ces personnes-là, il est impossible d'éliminer ces sécrétions tout seul. Donc, on va les aider par l'aspiration trachéobronchique. Ainsi que les malades intubés ou trachéotomisés. Donc, pour les personnes, notez bien que les personnes trachéotomisées, il faut tenir en compte de l'abouchement direct dans la trachée. La sonde d'aspiration va être passée directement par la trachée, par la canule de trachéotomie. Donc, pour les contre-indications, on a la chirurgie récente des voies respiratoires et digestives hautes, et aussi les tumeurs des voies aériennes. Dans ces deux cas, on ne peut pas administrer la sonde d'aspiration trachéobronchique pour ne pas provoquer des lésions. Ainsi, dans les bronchospasmes, pour les bronchospasmes est une contraction surtout brusque et involontaire des muscles lisses des branches distales, survenant surtout chez les personnes asthmatiques. Dans ce cas aussi, c'est impossible. On a une contraction des branches distales qui est brusque. On ne peut pas administrer la sonde d'aspiration trachéobronchique. Passons maintenant au matériel. On aura besoin du système d'aspiration qui est composé d'une source de vide muni d'un manomètre d'aspiration et aussi du bocal d'aspiration relié à la sonde de vide et par la suite deux tuyaux reliés au bocal d'aspiration et aussi pince stop vide, coupe vide manuel et on aura besoin aussi aux sondes d'aspiration stériles de calibre adapté parce qu'il y a des différents calibres, il faut choisir ce qui est adapté.
Donc j'ai choisi pour chaque type de matériel l'image qui le correspond. Donc on va voir tout de suite. Voilà pour le système d'aspiration. Donc ces deux images sont très claires. Donc voilà, ces illustrations sont très claires, très explicatives. Ici, on a la source de vide, ici bocal, et voilà les deux tuyaux, une qui est donc tuyau d'aspiration côté manomètre régulateur de vide, et l'autre c'est tuyau d'aspiration côté patient. Et voilà ici, c'est lorsqu'on veut arrêter. Et voilà la sonde d'aspiration trachéobronchique. Donc je crois que c'est très clair et très explicatif pour le système d'aspiration. Passons maintenant à autre matériel. Donc sur un chariot propre et désinfecté, on aura aussi besoin du pince à servir pour mettre des compresses stériles dans un petit plateau stérile. Aussi, c'est très important d'avoir sérum physiologique pour l'instillation en cas de bouchon muqueux. On aura aussi seringue stérile de 10 ml. Donc c'est très important d'avoir aussi des solutions pour rinçage du système d'aspiration, les antiseptiques dilués dans un flacon d'eau stérile. Ainsi, donc c'est très important de préparer les gants à usage unique et des gants stériles. Donc on aura besoin aussi du ballon autoremplisseur à valve unidirectionnelle Bavu, c'est Reanima. Et aussi on aura besoin de protection à usage unique. Donc j'ai choisi des images correspondant à chaque type de matériel. On va la voir donc par la suite. On aura besoin aussi du masque et lunettes de protection et aussi sac à élimination des déchets contaminés. N'oublions pas aussi que c'est nécessaire l'hygiène des mains, donc on aura besoin des différents antiseptiques. Voilà pour les illustrations correspondant à chaque type du matériel. Voilà pour pince à servir. Donc voilà pour ballon autoremplisseur à valve unidirectionnelle Bavu. Donc voilà, on administre de l'oxygène par ballon autoremplisseur. Et aussi on aura besoin bien sûr des solutions antiseptiques et aussi de l'eau stérile. Bien sûr, on aura aussi besoin du masque et lunettes de protection médicale. Donc bien sûr, donc pour les sondes d'aspiration, il existe de différentes tailles. Donc il y a 7 calibres identifiables à la couleur du godet. C'est-à-dire chaque couleur est désignée une sonde spécifique du calibre différent par les autres. Donc la sonde trachéobronchique est donc dotée d'un tube en mesurant 53 cm de longue. Pour les modèles disponibles, il y a donc CH8, c'est godet bleu, et CH10 c'est godet noir, CH12 c'est godet blanc, CH14 c'est godet vert foncé, CH16 c'est godet orange et CH18 c'est godet rouge. Pour l'abréviation CH est désigné carrière parce que le diamètre des sondes est mesuré en carrière. Donc c'est l'abréviation CH. Une carrière est égale à 1 sur 3 de mm. Voilà pour les illustrations. Donc voilà, c'est 7 sondes de différents calibres et des couleurs identifiables.
Donc voilà pour les illustrations d'autres matériels qui sont banals, on l'utilise souvent dans les différents services. On aura besoin de compresses stériles, voilà, plateau stérile, sérum physiologique, protection à usage unique et aussi seringue de 10 ml. Voilà les gants stériles, les gants à usage unique, bien sûr, donc sac à élimination des déchets contaminés. Donc voilà pour l'entretien du matériel et l'élimination des déchets. Donc entre chaque soin, le matériel, sonde, gants, eau distillée, gel, antiseptique. Donc ce matériel doit être éliminé selon la procédure institutionnelle pour les déchets infectieux et ou souillés par les liquides biologiques. Voilà un petit tableau récapitulatif de l'entretien du matériel. Il contient matériel, fréquence du changement et aussi la méthode. Pour matériel, flacon d'eau stérile de rinçage, donc sa fréquence, changement quotidien, indiquer donc la date sur le flacon pour ne pas oublier la date, et aussi tuyau d'aspiration, donc de l'unité mobile d'aspiration au bocal. Pour la fréquence, c'est changement hebdomadaire, notez la date aussi. Et pour la poche d'aspiration jetable, c'est changement dès que 3 sur 4 pleins, c'est-à-dire avant d'arriver à 100%, qu'il soit plein à 100%, donc laisser 1 sur 4 vide et jeter. Ou bien donc changer une fois par semaine, toujours entre deux résidents, indiquer la date sur la poche aussi pour ne pas oublier. Et pour donc le bocal ou réceptable, donc la fréquence, c'est l'entretien extérieur, c'est quotidien, et pour l'entretien du bocal, c'est hebdomadaire ou bien entre deux résidents. Donc pour l'entretien extérieur, on utilise la méthode d'essuyage humide, et pour l'entretien du bocal, on utilise l'immersion dans un produit détergent désinfectant. Donc pour ce qui est de la préparation du malade, donc si le malade est conscient, le prévenir, lui expliquer le soin et ses objectifs. Mettre le malade en position demi-assise, confortable, la position il est confortable, donc on choisit la position demi-assise, comme j'ai déjà dit, pour prévenir l'inhalation des branches. Ainsi, il faut mettre en place un monitorage de surveillance et évaluer l'état clinique du malade avant de débuter le soin. C'est-à-dire on évalue la saturation en oxygène, la fréquence respiratoire, fréquence cardiaque, la TA, la dyspnée, le cyano, sueur. Donc ces paramètres, c'est très nécessaire de l'évaluer avant même le soin. Et aussi mettre la protection sur le thorax du patient. Et n'oublions pas de brancher et vérifier le bon fonctionnement du système d'aspiration et régler la dépression. Pour le réglage de la dépression, donc il faut la régler sur 80 jusqu'à 200 millibars. Donc si aspiration des sécrétions chez un malade porteur d'une prothèse respiratoire, il faut vérifier la pression du ballonnet et la fixation de la prothèse respiratoire, c'est-à-dire la sonde d'intubation ou canule trachéale avant d'effectuer le soin. Donc il faut vérifier sa fixation pour ne pas l'enlever lors de l'aspiration. Et aussi utiliser deux sondes différentes, une pour aspirer les sécrétions du nez, de la bouche et du pharynx, une pour l'aspiration endotrachéale. Donc voilà, passons maintenant aux réalisations du soin.
Donc revêtir le masque et les lunettes de protection, donc chez le personnel soignant. Effectuer un lavage simple des mains, bien sûr l'asepsie. Et aussi ouvrir le sachet de la sonde stérile, donc servent à protéger le soignant. Ils ne doivent pas être en contact de la sonde qui est stérile, donc pour ne pas tomber dans les fautes d'asepsie. Et aussi enfiler les gants non stériles, donc servant à protéger le soignant. Ils ne doivent pas être en contact de la sonde qui est stérile, donc pour ne pas tomber dans les fautes d'asepsie, parce que les gants ils ne sont pas stériles. Donc aussi adapter le système d'aspiration à la sonde, donc la sortir de son emballage et la maintenir avec une compresse stérile. Lubrifier l'extrémité de la sonde, donc pour faciliter leur passage, donc il faut la lubrifier. Donc voilà, c'est pour ne pas tomber dans les fautes d'asepsie. Et la dernière fois, c'est pour donc faciliter le passage du sonde. Et chez un malade ne portant pas de prothèse respiratoire, donc c'est-à-dire ne porte pas du sonde d'intubation, il faut lubrifier l'extrémité de la sonde, aspirer les sécrétions buccales, jeter la sonde et la compresse dans le sac à élimination des déchets contaminés, rincer le système d'aspiration avec la solution de rinçage, adapter une nouvelle sonde lubrifiée au système d'aspiration et prendre une nouvelle compresse stérile. Donc voilà, donc on a jeté la sonde après l'aspiration des sécrétions buccales, on a rincé le système d'aspiration et on a fait une autre nouvelle sonde lubrifiée au système d'aspiration. Donc voilà, par les compresses stériles bien sûr, l'asepsie. Donc vérifier la perméabilité de la narine en introduisant doucement la sonde. Ne surtout pas forcer en cas de résistance, donc changer la narine, voilà. Il ne faut pas forcer donc de faire entrer la sonde en cas de résistance. Donc il faut changer la narine. Donc introduire le bout de la sonde dans l'orifice de la narine, donc selon un plan perpendiculaire à celui de la face en respectant la courbe physiologique. Voilà. Et faire progresser doucement la sonde afin d'éviter tout réflexe de vomissement jusqu'à ce que le malade reste son bout dans son arrière-gorge, donc réflexe de tout. Ici, donc la réflexe du tout donc est un bon indicateur du trajet. Donc parfois parce que parfois la sonde est juste enroulée dans la bouche. Donc le tout est un bon indicateur. Donc demandez au malade de prendre une inspiration en même temps que vous enfoncez la sonde. Voilà. Donc si le malade tousse, c'est un bon indicateur du trajet pris par la sonde d'aspiration. Voilà, c'est ce que j'ai dit déjà. Le tout est un bon indicateur du trajet de la sonde, parce que parfois la sonde est juste enroulée dans la bouche. Donc le tout est un bon indicateur. Et aussi introduire la sonde dans la trachée puis dans les branches. Éviter les mouvements de va-et-vient. Voilà, donc il ne faut pas introduire la sonde puis retirer, tirer, etc. Donc ces mouvements de va-et-vient, il faut l'éviter le maximum possible. Risque de provoquer des lésions, des irritations, donc il faut l'éviter.
Et aussi surveiller la saturation en oxygène du malade à cet instant. Bien sûr, toujours il faut surveiller le monitorage avant le soin. Donc il faut surveiller le patient, c'est-à-dire le monitorage. Donc avant le soin, pendant le soin, après le soin, toujours. Vérifier que la sonde ne s'enroule pas dans la bouche. Voilà. Donc tourner la tête du malade à droite. Aspirer par intermittence en remontant, donc doucement, et en effectuant des mouvements de rotation. Donc enrouler la sonde entre le pouce et l'index. C'est pour faciliter. C'est pour faciliter le fait d'introduire la sonde d'aspiration. Donc aspirer tout en évaluant l'aspect, la couleur du patient, la conscience, les constantes donc des sécrétions bronchiques, leur aspect, etc. Donc arrêter l'aspiration aux fosses nasales muqueuses fragiles, c'est risque de saignement important. C'est parce que dans les fosses nasales, il y a les muqueuses fragiles, il y a de nombreux vaisseaux sanguins fragiles. Donc c'est risqué de provoquer des lésions et de faire des hémorragies importantes. Et surveiller l'aspect clinique du patient, comme j'ai déjà dit. Donc à n'importe quel instant, il faut surveiller l'aspect clinique du patient. Donc jeter la sonde et la compresse dans le sac à élimination des déchets contaminés. Donc rincer le stop vide. Donc rincer le stop vide et le tuyau d'aspiration avec la solution de rinçage, bien sûr. Donc si une deuxième aspiration est jugée nécessaire, c'est-à-dire malade il est encombré, donc laisser le malade se reposer, donc se reposer un peu. Et renouveler le geste seulement si la saturation en oxygène le permet, c'est-à-dire s'il n'a pas des risques sur la vie du patient, et aussi laisser se reposer un peu et après on va répéter. C'est pas dans le même moment. Donc échanger bien sûr les gants et la sonde. Et aussi demander au malade de respirer profondément plusieurs fois et lui remettre l'oxygène s'il est prescrit. Donc chez un malade porteur de prothèse respiratoire, il faut désadapter la sonde d'intubation du respirateur. Il faut annuler l'alarme du respirateur. C'est ça, c'est momentané. C'est juste quand on introduit la sonde. Parce que c'est nécessaire. Il faut annuler l'alarme du respirateur et désadapter la sonde d'intubation. Donc introduire la sonde d'aspiration dans la sonde d'intubation, canule trachéale. Et aussi ne jamais aspirer lors de la progression de la sonde, éviter les mouvements de va-et-vient. C'est la même chose. C'est comme chez un malade qui ne porte pas des prothèses respiratoires. Bien sûr, il faut éviter ces mouvements. Il provoque des lésions, risque de provoquer des lésions. Donc si la sonde d'aspiration ne progresse pas, la prothèse respiratoire est bouchée. Donc il faut bien sûr retirer la sonde et instiller 5 à 10 ml de sérum physiologique dans la lumière de la prothèse pour ramollir le bouchon muqueux, et à l'aide d'un ballon autoremplisseur, donc faire 5 à 10 insufflations pour le détacher. Ici, c'est lorsque on l'aide avec un ballon autoremplisseur, c'est-à-dire lors de l'administration de ces 5 à 10 insufflations, il faut éviter de donner du grande fréquence des insufflations pour éviter le risque d'atelectasie, bien sûr.
Donc aspirer en remontant, en faisant rouler la sonde entre le pouce et l'index, bien sûr. Donc jeter la sonde et la compresse dans le sac à déchets contaminé. Et aussi rebrancher le système de ventilation et remettre l'alarme du respirateur. C'est-à-dire, donc, on a terminé notre soin d'aspiration trachéobronchique, donc on va reboucher le système de ventilation et remettre l'alarme du respirateur. Parce que, donc, puisque le malade est porteur d'une prothèse respiratoire, donc il a une défaillance respiratoire et il nécessite l'oxygène. Donc c'est très important de reboucher le système de ventilation et remettre donc l'alarme aussi. Donc si une deuxième aspiration est jugée nécessaire, c'est-à-dire malade il est encombré, donc même si on a fait le premier aspiration trachéobronchique, le malade reste encombré. Donc on va laisser le malade se reposer et on va renouveler le geste seulement si la saturation en oxygène permet donc bien sûr en changeant les gants et en changeant la sonde. Donc voilà, c'est presque donc ces derniers points, c'est comme et ce sont des points communs entre les malades porteurs du prothèse et les malades non porteurs du prothèse respiratoire, c'est-à-dire intubés ou non intubés. Et aussi rincer le stop vide et le tuyau d'aspiration avec la solution de rinçage, bien sûr. Et aussi, il faut adapter une nouvelle sonde au système d'aspiration et de prendre une nouvelle compresse stérile. Aspirer les sécrétions buccales, aussi jeter la sonde et la compresse dans le sac à élimination des déchets contaminés, rincer le stop vide et le tuyau d'aspiration avec les solutions de rinçage. Donc ce sont des gestes pratiques qu'on fait souvent lors de l'aspiration trachéobronchique. Et à la fin des aspirations trachéobronchiques, il faut entretenir le matériel utilisé selon la fréquence et la méthode que j'ai déjà citée dans la petite tableau récapitulatif dans l'entretien et l'élimination des déchets. Donc si vous vous souvenez. Et aussi retirer les gants, masques, lunettes, tablier, bien sûr, effectuer un lavage simple des mains et aussi noter sur la feuille de surveillance donc le soin. Il faut noter le soin et noter l'aspect, la quantité et l'odeur des sécrétions bronchiques. Voilà. Et aussi la saturation de l'oxygène avant et après le soin, puisqu'on a dit qu'il faut surveiller le patient, cliniquement les différents les paramètres avant le soin, pendant le soin et après le soin. Donc voilà, maintenant je vous propose, je vous invite à voir regarder ces deux vidéos que j'ai préparées. Première vidéo et la deuxième vidéo. Elles sont très explicatives et ils identifiant les différents la réalisation de l'aspiration trachéobronchique chez les différents cas, chez les personnes porteurs du prothèse respiratoire, c'est-à-dire ils sont intubés, et chez les personnes non porteurs du prothèse respiratoire, c'est-à-dire ils ne sont pas intubés, ainsi que chez les patients trachéotomisés. Donc, passons maintenant à la fréquence des aspirations endotrachéales. Donc, une aspiration endotrachéale doit avoir lieu au moins une fois par équipe, donc soit environ toutes les 8 heures. Il doit être plus fréquent si la clinique le nécessite et différé si le patient ne la tolère pas. Voilà pour la fréquence des aspirations endotrachéales. Et aussi, le geste doit être efficace, aseptique et bref.
ces trois qualités, ils doivent être présents dans l'aspiration trachéobronchique. Efficace, aseptique, bref. La fréquence de l'aspiration doit être adaptée aux besoins du patient. Voilà, s'il est encombré, peu encombré, etc. Donc, pour la prévention et les précautions, donc il faut éviter d'aspirer un patient après l'ingestion de son repas, sauf en cas d'urgence. Voilà, parce que il faut provoquer des fausses routes. Et aussi contrôler le pouls et la fréquence respiratoire. Les paramètres, il faut les surveiller avant le soin, pendant le soin et après le soin. Donc vérifier la présence et le bon fonctionnement du matériel pour l'oxygénation du patient. Il faut régler la force d'aspiration murale à 200 millibars pour l'adulte. Comme j'ai déjà dit, il faut le régler entre 80 jusqu'à 200 millibars. Voilà, pour l'adulte c'est 200 millibars. Et il faut respecter une asepsie rigoureuse, bien sûr, pour éviter les infections. Ne pas aspirer un patient plus de 2 à 3 fois consécutives. Bien sûr, ces risques de provoquer des lésions, des hémorragies très importants. Surtout on a dans les fosses nasales, il y a des muqueuses qui richement, il y a de nombreuses vaisseaux sanguines qui sont très fragiles et peuvent engendrer des hémorragies qui sont très importantes. Passons maintenant aux complications et aux risques. Il y a premier lieu, il y a les risques de traumatisme naso-oropharyngé, laryngé ou trachéobronchique sont des différentes lésions qui sont risquées de les avoir pendant l'aspiration trachéobronchique. Et aussi les fausses routes en cas d'aspiration trachéale chez un patient non intubé. Aussi la désaturation en oxygène, voire l'hypoxie, bien sûr, surtout chez les personnes qui sont intubées. Lorsqu'on va annuler l'alarme du respirateur et débrancher la sonde d'intubation, et pour faire l'aspiration trachéobronchique, c'est risqué d'avoir l'hypoxie. Et aussi arrêt cardiaque avec c'est l'arythmie. Donc on va voir l'arythmie et par la suite arrêt cardiaque. Et c'est risqué. Ce sont des complications très graves. Et aussi les infections bronchopulmonaires. On peut les avoir. Et à part ça, ce sont des complications très graves. Et on peut avoir aussi des douleurs. Donc les douleurs et l'anxiété sont fréquentes. Pour la surveillance, il se base sur le monitorage de surveillance, c'est-à-dire la saturation en oxygène, la fréquence respiratoire, le pouls, la pression artérielle, ainsi que la surveillance du couleur des téguments à la recherche d'une cyanose, c'est pour dépister le risque d'hypoxie, ainsi que la surveillance de l'état de conscience et aussi la surveillance de l'aspect, la coloration et la quantité des sécrétions. C'est bon pour la surveillance. J'ai déjà cité les 4 points qui sont très essentiels et qui sont la base de surveillance lors de l'aspiration trachéobronchique. Ces 4 points, on peut les diviser et les classer selon les tâches qu'on peut réaliser soit avant le soin, soit pendant le soin,
soit après le soin. Et il y a certaines tâches qui se répètent et qu'il faut les surveiller pendant ces 3 moments, avant, donc pendant le soin et après le soin, c'est ça. Donc avant le soin, il faut surveiller l'état général du patient, la coloration, tirage, sueur, agitation. Et aussi, donc surveiller les constantes du respirateur, c'est-à-dire la pression, ainsi que la fréquence respiratoire. Et pendant le soin, il faut surveiller et être vigilant aux bradycardies, aux colorations du patient, et aussi surveiller la saturation de l'oxygène et la fréquence respiratoire. Et pour la surveillance après le soin, on surveille la stabilité des constantes hémodynamiques et respiratoires, ainsi que il faut contrôler la saturation de l'oxygène et évaluer l'état général du patient et vérifier la bonne ventilation. Et aussi vérifier les constantes du respirateur, surtout la pression. Donc c'est ça. Je crois que c'est clair pour la surveillance. J'ai bien détaillé cette partie. J'espère que c'est clair. Pour conclure, je peux dire que l'aspiration trachéobronchique est parmi les plus importants soins en réanimation. Il aide à prévenir certains risques très graves comme l'arrêt cardiaque, comme on a vu, et qui peut conduire vers la mort. Donc pour éviter le plagiat, je vais vous donner les différentes sources où j'ai trouvé les différentes informations que j'ai citées sur mon exposé. La première des choses, comme j'ai déjà dit, j'ai basé mon exposé sur le cours des soins en réanimation que M. Akaj Soufiane nous a donné, ainsi que j'ai trouvé d'autres informations sur le site web www.infirmier.com /étudiant en IFSI /cours pneumologie l'aspiration bronchique.hotmail. Et aussi j'ai trouvé d'autres informations sur le code de la santé publique. C'est l'information qui concerne les personnes autorisées à faire l'aspiration trachéobronchique. Passons maintenant. J'arrive maintenant au quiz. Quiz est composé de 7 questions. J'espère que toutes vos réponses seront justes. J'ai fait quiz pour évaluer est-ce que vous avez bien compris l'aspiration trachéobronchique ou non. J'espère que vous avez bien compris. Je passe maintenant aux questions. Passons maintenant aux questions numéro 1. Parmi les contre-indications de l'aspiration trachéobronchique, malade encombré ne pouvant pas tousser ou ayant une toux inefficace, malade intubé ou trachéotomisé, tumeur des voies aériennes. Là où les réponses justes sont tumeur des voies aériennes. Passons maintenant aux questions numéro 2. Parmi les sondes d'aspiration, il existe des différentes tailles avec des couleurs déterminantes. Carrière 16 correspond au godet rouge. Carrière 8 correspond au godet bleu. Carrière 10 correspond au godet noir. Carrière 12 correspond au godet blanc. Carrière 14 correspond au godet vert foncé. Là où les réponses justes sont les 4 derniers choix.
Passons maintenant aux questions numéro 3. Parmi les objectifs de l'aspiration trachéobronchique, prévenir l'encombrement, assurer l'alimentation, maintenir la liberté des voies aériennes. Donc là où les réponses justes sont donc prévenir l'encombrement et maintenir la liberté des voies aériennes. Passons maintenant aux questions numéro 4. La prévention lors de l'aspiration trachéobronchique repose sur éviter d'aspirer un patient après l'ingestion de son repas, contrôler le pouls et la fréquence respiratoire, aspirer un patient plus de 3 fois consécutif. Donc là où les réponses justes sont donc les deux premiers choix. Passons maintenant aux questions numéro 5. Parmi les complications de l'aspiration trachéobronchique, traumatisme naso-oropharyngé, laryngé ou trachéobronchique, fausse route, hypoxie, diminution des plaquettes. Là où les réponses justes sont donc les 3 premiers choix. Passons maintenant aux questions numéro 6. Lors de l'aspiration trachéobronchique, on surveille la saturation en oxygène, le taux des globules blancs, la marche du patient. Donc là où les réponses justes sont donc la saturation en oxygène. Donc passons maintenant aux questions numéro 7. Je suis très intéressante à votre réponse concernant question numéro 7. Comment trouvez-vous cet exposé? Donc like or don't like. Donc j'attends votre réponse. Donc j'attends votre réponse. Je touche maintenant à la fin de mon exposé. Donc je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Donc je serai aujourd'hui online 24 sur 24 heures pour répondre à vos questions. Et merci beaucoup. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Donc je serai aujourd'hui online 24 sur 24 heures pour répondre à vos questions. Et merci beaucoup.